23 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information actualité ce jour. Ce 10 mars 2023, la Côte d'Ivoire garde en mémoire Ahmed Bakayoko, Premier ministre d'alors décédé 2 ans plus tôt. L'actuel chef du gouvernement, Patrick Achi, et des membres du gouvernement prenaient part aujourd'hui à une cérémonie religieuse en sa mémoire. Le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire soutient son accompagnement à la formation scolaire en Côte d'Ivoire par un investissement de 26 milliards de francs CFA pour la construction et l'équipement de collèges de proximité dans la région de Beké et à San Pedro. On en parle au cours de cette édition. Et puis le dossier de ce vendredi met en lumière des femmes qui dominent le secteur du numérique en Côte d'Ivoire. Elles sont connues sur la toile, ont créé de la valeur, développé leur activité en jouant sur la visibilité qu'offre le digital aujourd'hui. Et elles nous racontent leur success story et c'est à suivre. Bienvenue dans ce 23h. Ahmed Bakayoko, 2 ans après, la Côte d'Ivoire s'en souvient. Ambak ou encore le Golden Boy aura laissé un héritage de valeur au regard de son engagement pour la paix, son abnégation au travail ou encore sa générosité. Décédé le 10 mars 2021 à 56 ans, des prières ont été dites ce jour en sa mémoire en présence du Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Une cérémonie d'hommage que rapporte Mahama Traoré. Énième lecture du Saint-Coran sur l'esplanade de la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. Énième séance de prière en hommage à un défunt à cette même place. Cette fois, l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko est le concerné. Voici 2 ans jour pour jour qu'il n'est plus. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi est venu soutenir la famille Bakayoko en ce jour de commémoration. À ses côtés, des présidents d'institutions, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Moyen d'intercession choisi pour plaider la miséricorde divine en faveur du disparu, la lecture intégrale du livre saint de l'islam à 3 reprises. Ce qu'on nous demande pour nos défunts, c'est de faire des actions avec l'intention que cela soit bénéfique pour eux dans leur vie tombale. Tel que vous lui faites des cadeaux, vous lui faites plaisir de son vivant, autant après sa mort, vous pouvez le faire à travers des actions de sacrifice. Moment de recueillement, mais aussi de témoignage, car le souvenir de l'homme d'État reste encore présent dans les esprits. Au-delà des nombreuses qualités que tous ici lui reconnaissaient, il me reste en mémoire 4 principales que sont la rigueur et l'amour du travail bien fait, la loyauté, la générosité, la spiritualité. Chaque fois que j'avais des difficultés à rencontrer Ahmed, quel que soit le moment, j'étais sûr de trouver les mots apaisants. Ahmed, c'est pour chacun de ses amis, ceux de sa génération et les plus jeunes, le recours, celui vers qui on partait et qui généreusement assistait bien de gens. Depuis le décès, le gouvernement n'a cessé de manifester sa compassion à l'égard de la famille, preuve que l'État n'oublie pas ce grand commis qui était Feu, Ahmed Bakayoko. Je voudrais réitérer nos remerciements et nos reconnaissances et gratitude à toutes celles et à tous ceux qui n'ont cessé de nous apporter leur soutien moral, matériel et spirituel tout au long de ces années difficiles et douloureuses. Nous voudrons remercier plus particulièrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa disponibilité, sa bienveillance et sa constante sollicitude à l'égard des grandes familles Bakayoko et Tando. Aux imams, il a été demandé d'accentuer les prières pour l'agrément de l'âme du défunt. Voilà une cérémonie en hommage à Ahmed Bakayoko, décédé il y a 2 ans. Un nouveau patrouilleur de la Marine nationale est accueilli sur le quai de la base navale. Un bateau de défense et de sécurité de type Offshore Patrol Vessel 45 qui est approprié pour la patrouille et la surveillance en haute mer et a une autonomie de 14 jours. C'est une acquisition dans le cadre des initiatives de renforcement capacitaire des armées de Côte d'Ivoire. On voit cela avec Ouattara Amadou Ouattara.
base navale annexe de la Marine nationale dans la commune du Plateau. La réception officielle du tout nouveau patrouilleur de type OPV-45 réunit des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Moment solennel de cette cérémonie, le lancer du jet d'eau par deux remorqueurs de son appellation le Water Salute. En attendant le baptême de ce patrouilleur de haute mer, le chef d'état-major de la marine souligne la gratitude de son département à sa hiérarchie. Mon général, la montée en puissance de la marine nationale est la matérialisation d'une stratégie conçue, traduite dans les différentes lois de programmation militaire. Aujourd'hui, cette nouvelle acquisition constitue pour nous, les marins, une marge supplémentaire et significative dans le renforcement de nos capacités de réaction face aux menaces et aux défis maritimes dans le golfe de Guinée. Qu'il me soit permis, à ce moment précis, de vous traduire de prime abord nos sincères remerciements pour votre présence constante à nos côtés. L'OPV-45 est le deuxième patrouilleur hauturier avec celui baptisé contre-amiral Fatika. Il est le sixième d'une série d'acquisitions depuis 2014. Le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, situe le contexte et l'importance de cette dotation. Il s'agit pour nous d'apporter les réponses appropriées aux menaces actuelles, notamment la piraterie maritime. Une réelle menace pour les économies des pays du Golfe de Guinée. Nos marines nationales ont pu mettre en place des centres de coordination. Et la Côte d'Ivoire abrite le siège du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque, dans ce cadre, les moyens sont convoqués pour intervenir, la Côte d'Ivoire ne peut être que présente. Quand dans un pays comme la Côte d'Ivoire, des gisements sont découverts dans les eaux sous juridiction, automatiquement l'état-major se met à réfléchir sur les moyens de sécurisation des exploitations qui vont certainement suivre. Et ce patrouilleur, l'acquisition de ce patrouilleur rentre dans ce cadre. Et enfin, la Côte d'Ivoire, pour le poids qu'elle représente dans la sous-région, pour son poids économique, doit avoir une marine nationale à la hauteur de ses ambitions. Moderne, le patrouilleur OPV-45 mesure en longueur 46,70 mètres et en largeur 8 mètres, avec une capacité de 20 membres d'équipage et d'embarquement de 10 éléments de force spéciale. Il est équipé d'un canon et de 2 mitrailleuses. Et de nouvelles infrastructures scolaires seront également réceptionnées très bientôt par le ministère de l'Éducation nationale. 20 collèges de proximité sont en construction dans la région de Gbeke et également à San Pedro dans le cadre d'un partenariat avec le Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire pour un financement de 26 milliards de francs CFA, le développement de Soro Corona. Les enfants des localités de Kouroufounssou, Tieplé, Mamini et Senzekro recevront la formation secondaire sur place. 4 collèges de proximité de base 4 et 2 sortiront des terres dans la région du Gbeke dans 10 mois. Première tranche de 12 collèges de proximité. Un projet du MCC, Millennium Challenge Corporation. Le gouvernement américain veut ainsi rapprocher l'éducation des familles. Au travers de votre forte mobilisation ce jour, c'est le témoignage de votre adhésion à ce don du peuple américain pour bâtir des infrastructures scolaires afin de rapprocher l'école des familles. Le MCC, c'est une nouvelle manière de structurer la vie de l'aide au développement, un partenariat sûr et durable. Ce sont des dizaines de collèges de proximité qui verront le jour. C'est aussi 2 antennes de l'école normale supérieure, avec une à Boaké et l'autre à Saint-Pedro. Les cadres de la région du Gbeke traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ce sont les conditions d'apprentissage des enfants qui seront nettement améliorées et ce que nous pouvons donc souhaiter, c'est que les entreprises retenues soient efficaces, diligentes. Ce collège de proximité, le président de la République sait que ça va rendre de grands services au canton de Dranois, qui est distant de Boaké d'environ 20 km. Maria Toukouni, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, salue ce projet qui vient relever plusieurs défis. Les collèges construits et livrés pourront accueillir des milliers d'élèves dans un environnement sécurisé, sain et favorable à des apprentissages de qualité. Il s'agit en plus de mettre fin aux soucis des parents concernant les questions
de tuteurs. Le président du conseil d'administration du Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire inscrit la construction des collèges de proximité dans la vision du président de la République, celle de renforcer le capital humain. Ce projet de construction des collèges de proximité dans la région du Béquet et de San Pedro, d'un montant total d'environ 26 milliards de francs CFA, vise l'amélioration du capital humain, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation et la formation de nos jeunes est au cœur du programme de développement du président de la République. Le MCC est une agence américaine d'aide innovatrice ayant pour mission de lutter contre la pauvreté dans le monde. Le projet Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire a une durée de 5 ans. Et voilà, donc soutenir l'éducation et l'apprentissage des enfants, c'est bâtir les futures générations. Et tout comme soutenir la recherche scientifique, c'est assurer des résultats probants dans le pays. 8 chercheurs sur 40 sont financés par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Ils ont présenté les résultats de leurs études. Un résultat à accroître car le pays envisage de consacrer 1% du PIB à la recherche scientifique, le développement de Frédéric Oulaï et Mahama Traoré. Ils sont au nombre de 8 lauréats, dont 7 hommes et une femme, à se prêter à cet exercice de présentation de leurs résultats de recherche scientifique. Environnement, santé, agriculture, technologie, eau potable, autant de secteurs explorés et de solutions proposées pour améliorer les conditions de vie des populations ainsi que la politique de gouvernance. Le projet, c'était juste pour évaluer le portage du virus que représente cette pandémie sur le personnel de santé. Quant à la disposition de tout ce que nous avons comme facteur de défense envers ce virus, qui peut aussi être suscité par le vaccin. Depuis sa création en 2020, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI a financé 40 projets de recherche scientifique. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA, le FONSTI se veut une force de proposition de solutions aux problèmes de développement. Nous voulons que la science, n'est-ce pas, puisse s'attaquer aux problèmes réels de nos communautés. Donc, les projets que nous avons présentés ont donné des résultats, dont l'exploitation peut être bénéfique au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur pour l'appui qu'il nous a apporté. Mais nous demandons davantage. Développer une recherche scientifique pertinente, une vision du chef de l'État traduite en actes par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique via le FONSTI. Adama Diawara marque sa fierté pour les résultats des travaux présentés. Ce sont vraiment des projets de recherche dont les résultats sont de nature à améliorer sensiblement la vie de nos compatriotes et également à accélérer au niveau du secteur privé la production de richesses. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que nos secteurs privés puissent contribuer énormément au financement de la recherche, à côté de ce que l'État lui-même fait avec des instruments tels que le FONSTI, qui est un mécanisme de financement pérenne de la recherche scientifique. Objectif majeur pour Adama Diawara, faire grimper l'enveloppe budgétaire de financement des projets de recherche scientifique à 1% du PIB, produit intérieur brut. Et les travaux du barrage hydroélectrique de Gribro-Pipoli à Soubré enregistrent un taux d'avancement de 60%. L'ouvrage, qui pourrait bien être mis en service dès le mois de décembre prochain, injectera 112 MW supplémentaires sur le réseau électrique national. Ce sont des données qui ressortent de la visite de chantier du directeur général de la Côte d'Ivoire Énergie, selon ce point de Sam Conan. Aménagement hydroélectrique de Gribro-Pipoli dans le département de Soubri. Étape de dérivation. Des machines ouvrant le passage aménagé de l'eau. En présence du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui effectue une visite de chantier en compagnie des autorités de Soubri. Nous sommes à une étape charnière donc, de ce projet avec la dérivation qui vient d'être faite avec succès. Il s'agit de permettre à l'eau de passer là où nous souhaitons. Et donc il s'agit de passer cette première étape et nous allons faire passer l'eau dans une autre rive et pouvoir réaliser les infrastructures qui sont nécessaires à réaliser là où on ne permet plus à l'eau de passer. Débuté en 2018 pour s'achever en 2024, les travaux de construction de l'aménagement hydroélectrique de Gribro-Pipoli sur le fleuve Sassandra, situé à 15 km en aval de celui de Soubré, avancent bien.
Le complexe usine de production d'énergie, prise d'eau et l'évacuateur de crues sortent progressivement du terre. Selon le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, maître d'ouvrage, les délais seront respectés. Nous sommes très heureux de constater que les travaux évoluent très bien, conformément au planning, qui prévoit donc la mise en service de la première tranche en fin d'année est quasiment certain aujourd'hui. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution d'à peu près 61%. Très bientôt, nous aurons 112 MW en plus donc dans le parc de production. L'aménagement hydroélectrique des Gribo-Popoli, d'un coût de 247,283 milliards de francs CFA, après la première tranche, suivront les deux autres, pour permettre la livraison en juin 2024. Voilà une infrastructure qui renforcera la production de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est dans une lutte contre les industries polluantes. Menant la sensibilisation dans la ville de San Pedro, le ministre Jean-Luc Assy s'est entretenu avec des responsables de cimenterie sur les normes environnementales à respecter avant toute installation selon le Code de l'environnement. Le rapport de Grace Kando. San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 350 km d'Abidjan. Seconde ville portuaire du pays, accueille le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour une visite de 48 heures. Première étape, le port de San Pedro où le ministre Jean-Luc Assy a échangé avec les autorités portuaires sur les dispositions prises en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution. Après les échanges, visite dans 2 cimenteries installées dans le périmètre du port. Jean-Luc Assy est venu s'assurer du respect du plan de gestion environnementale et audit de ces établissements industriels. Nous sommes équipés de filtres qui séparent les particules de poussière à l'air avant émission dans la nature. Nos transports se font en vrac dans des véhicules qui sont totalement fermés. Toutes les mesures légales sont respectées au sein de notre entreprise. D'une part, émanation de poussière. Nous avons des équipements de dernière génération. Nous avons des appareils de mesure automatiques et permanents de la poussière émise dans notre usine. San Pedro, premier port exportateur du cacao dans le monde, avec un trafic global de marchandises de plus de 6 millions de tonnes en 2022. Son premier responsable dit tout mettre en œuvre pour le respect des normes environnementales. Ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises qui doivent s'installer sur le domaine portuaire aient réalisé leur étude d'impact environnemental. C'est sous cette condition-là, surtout, que nous donnons notre accord pour mettre à disposition les espaces pour l'exploitation de leur activité. La visite du ministre Jean-Luc Assy s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation des opérateurs économiques sur l'application du nouveau Code de l'environnement. Il était important pour nous, donc avant vraiment de véritablement mettre en œuvre donc, le Code de l'environnement, de visiter quelques cimenteries, et nous allons le faire dans pratiquement tous les secteurs, pour voir un peu quel est le degré de pollution dans ces différentes structures. Et à partir de là, nous allons nous faire une idée et être plus efficaces sur le terrain donc, pour lutter contre la pollution de l'air. Ce qui va permettre donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et nous sommes dans cette dynamique. La Côte d'Ivoire a revu ses contributions déterminées au niveau national à 30,41% à l'horizon 2030 contre 28% en 2015. Elle vise à atténuer les effets des changements climatiques, d'où cet appel du ministre Jean-Luc Assy aux industriels pour leur contribution à l'atteinte de cet objectif. Et à présent, le point sur la situation de la Covid-19 ce 10 mars. Ce jour, 5 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés sur 214 prélèvements effectués. Également, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre 5 nouvelles guérisons. 18 cas restent encore actifs et sont encore en traitement. Et pour ce qui est de la campagne vaccinale, au moins 27 336 297 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien. Le combat universel pour l'égalité des sexes réunit
les leaders du genre au siège de l'ONU à New York dans le cadre de la 67e session de la Commission de la condition de la femme. La délégation ivoirienne conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassélé Touré, participe aux échanges sur l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Suivant ce compte-rendu de Mamadou Kouassi. C'est parti pour 2 semaines de discussions générales, de panels, de rencontres bilatérales et de déclarations pour l'amélioration de la condition de la femme et surtout pour l'égalité du genre. Cette 67e session de la Commission de la condition de la femme vient mettre en lumière un secteur inoccupé par les femmes. Il s'agit bien du numérique. Bien qu'elle constitue la moitié de la population mondiale, 37% des femmes n'ont jamais utilisé Internet. Un écart technologique en leur défaveur que le secrétaire général des Nations Unies souhaite apporter une solution urgente pour l'égalité du sexe. Avec un accent particulier mis sur la technologie et les innovations pour accompagner l'autonomisation des femmes. Et je clame haut et fort, l'ONU se tient aux côtés des femmes et des filles du monde entier. Les femmes et les filles ont des droits humains fondamentaux et nous ne renoncerons jamais à lutter pour ces droits. L'égalité des genres et l'investissement dans les filles et les femmes sont au cœur de notre action humanitaire et de développement. Un engagement qui réjouit l'ensemble des participants, dont la ministre Nassélé Touré conduisant la délégation ivoirienne. Elle rappelle que les femmes et les filles de Côte d'Ivoire sont au cœur d'une politique de développement technologique mise en place par le président de la République Alassane Ouattara et par son gouvernement. Au nombre de celles-ci figurent l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du numérique à l'horizon 2025 pour un investissement de 3,25 milliards de dollars avec 32 réformes et 96 projets sur la période de 2021 à 2025. Cette stratégie représente une grande opportunité pour les femmes et les filles en Côte d'Ivoire dans la mesure où elle adresse plusieurs questions à l'origine de leur retard sur le plan de l'innovation technologique et du numérique. Ces initiatives s'étendent aussi à l'acquisition des compétences, illustrées notamment par les écoles de la seconde chance, les instituts de formation et d'éducation féminine et le projet d'alphabétisation fonctionnelle dédié aux femmes commerçantes dans les marchés. La 67e session de la Commission de la condition de la femme examinera l'impact de l'innovation sur le genre et formulera des recommandations pour une évolution numérique plus inclusive et équitable. Et le développement technologique et numérique en Côte d'Ivoire a dans ses objectifs l'éducation et la formation des femmes. Et d'ailleurs, le dossier Vie d'ici, cette semaine, vous présente les Success Women du numérique en Côte d'Ivoire. Qu'elles soient enseignantes ou qu'elles commercialisent de la maroquinerie de luxe, elles ont le mérite d'avoir créé de la valeur à partir de contenus numériques diffusés sur le digital. Leur success story, elles la partagent avec vous ce soir dans un dossier qui est réalisé par Sephora Zegui. Si la tendance est à la hausse, la parité dans le domaine des TIC n'est pas atteinte. Dans sa dernière enquête réalisée à Abidjan, la RTCI indique que les femmes ne représentent que 38% des travailleurs du secteur du numérique. Parmi elles, Alice Nyakpa, Beni Bintou Sissé, Karinaka Oulaté et Makani Touré, des jeunes femmes qui, de par leur maîtrise des nouvelles technologies, sont parvenues à faire fleurir leur business. Cocody de Plateau Mobile, il est 18h. Au premier étage de ce bâtiment se déroulent des cours intensifs d'anglais. So you will have some minutes to read it. Bini Sissé en est l'initiatrice. Titulaire d'un master en linguistique appliquée obtenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Bini est la fondatrice de ce cabinet de langue ouvert en 2018 à partir des réseaux sociaux. C'est quite costly, c'est cher, mais vous le faites gratuitement. Vous faites des vidéos gratuitement, vous investissez dans votre communication, mais vous le faites et c'est très bien. Et donc, ça m'a donné en fait le courage de continuer et de 5 professeurs, on est passé à 10, on est passé à 15. Et aujourd'hui, nous avons 65 professeurs, 3 grands centres, 2 plateaux, Makori,
et Yopougon. Bini démarre son activité avec une cinquantaine d'abonnés inscrits. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 200 000 followers. En 4 ans, elle a contribué à former plus de 15 000 apprenants à la pratique de l'anglais via le web. Moi, j'aime dire aux gens que si tu ne montres pas aux gens ce que tu sais faire, personne ne t'aidera. Donc, être sur les réseaux sociaux, avoir une certaine constance dans un domaine bien spécifique, même si tu ne sais pas où tu vas, l'audience en fait va t'aider à découvrir ta propre personnalité. À travers des vidéos sur ses comptes, Bini communique entre mots nouveaux et expressions courantes, sa passion à ses apprenants. Non loin d'elle, à Cocody Centre, Karine Oulaté, consultante en communication digitale. Elle incarne la geek ivoirienne. Ancienne sportive, le digital s'est livré à elle sur un plateau d'or. J'avais fait un accident sportif, donc j'étais en convalescence. Et avec les médicaments, je souffrais d'insomnie il y a un peu plus de 10 ans. Et un soir, dans un reportage, il parlait des nouveaux métiers et il y avait le métier du digital. C'est la première fois que j'entendais parler. Et c'est comme si c'était un flash. Dès que j'ai vu, je me suis dit, ben voilà, c'est ce que je veux faire. Avec plus de 10 années d'expérience, Karine est une entrepreneure passionnée de technologie. Elle est créatrice de contenu web qui traite de sujets authentiques et variés. Le digital m'a permis d'être connue dans le monde entier, en étant depuis la Côte d'Ivoire à exercer ici. C'est ça une des forces du digital en fait. Donc avec un moindre coût, peu de moyens, on peut signer des partenariats avec le monde entier. Son expertise, Karine la met au service de diverses entreprises et institutions. Une autre jeune femme qui se démarque dans la maroquinerie de luxe, Alice Nyakpa. Avec 206 000 abonnés sur Facebook, elle a réussi à implanter sa marque de sac à main. J'ai ressenti de façon naturelle que l'audience que j'avais sur les réseaux sociaux, par mon compte Facebook et Instagram, pouvait me servir à commercialiser mes produits. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me suivaient et je me suis dit pourquoi ne pas proposer à ces personnes-là mes services. La chef d'entreprise ne jure que par Internet. On s'est fait connaître de par le numérique, on a nos clients de par le numérique, donc le numérique a une grosse place, quoi. Le web a permis à Alice d'ouvrir 3 boutiques physiques, dont 2 à Abidjan et une de façon saisonnière sur les Champs-Élysées à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, une pépite du numérique prend son envol. Makani Touré, Miss 2.0 édition 2022. Makani développe un projet novateur dans le domaine agricole. Il s'agit de l'agriculture de précision. C'est le traitement des plantes, mais de façon très précise. Disons que j'ai une plantation, je peux utiliser un drone qui va analyser toute ma plantation, découvrir la zone précise à problème et le traitement précis nécessaire à cette zone-là. Pour être à ce niveau, la jeune dame a usé de l'innovation technologique et le résultat est surprenant. J'ai pu m'imposer par le digital grâce à l'aspect innovatif de mon projet. L'agriculture de précision n'est pas un domaine très connu. Donc dès qu'on le dit, c'est quelque chose qui suscite l'intérêt. De l'apprentissage en ligne à l'activisme numérique, en passant par l'expansion rapide des emplois de la technologie si bien rémunérés, le digital crée des opportunités sans précédent pour l'autonomisation des femmes et des filles. Bini, Karine, Alice et Makani sont toutes unanimes. Il faut que la gente féminine prenne une part active dans ce milieu. Mais un préalable important, la formation. En parlant de formation, des programmes taillés sur mesure pour les femmes et les filles ivoiriennes sont mis sur pied par de jeunes entrepreneurs. Jean-Patrick Eouman, architecte logiciel et entrepreneur digital, a rendez-vous avec l'une des promotions de femmes qu'il manage. Ce matin, un cours sur l'intelligence artificielle. Allez sur telle plateforme, créer un compte, payer les $10. Jean-Patrick fait la démonstration d'un logiciel capable d'aider les femmes à créer leur entreprise via le numérique. Connecté, on a la possibilité de faire certaines choses. S'amuser, ce qui ne devrait pas être la priorité pour la plupart d'entre nous, mais créer de la valeur, se connecter avec les autres et éventuellement utiliser cet outil-là pour le développement de notre carrière ou de notre business. Grâce à son programme de formation en développement de compétences informatiques pour femmes dénommé Chiz de Code, Jean-Patrick Eouman a formé plus de 15 000 femmes ivoiriennes, dont 1300 diplômées. Une façon de contribuer à l'inclusion des femmes dans le digital. Au cours de la dernière décennie,
L'exclusion des femmes du monde numérique a entraîné une réduction du PIB des pays à revenus faibles et intermédiaires de 620 356 milliards de francs CFA selon ONU Femmes. Alors, Bini Sissé, Karine Oulaté, Alice Nyakpa et Makani Touré, ces femmes digitales sont-elles militantes? Pas nécessairement. Elles sont juste convaincues que le web, ce n'est pas que pour les hommes. Et voilà, c'est un dossier réalisé par Sephora Zegui sur des femmes 2.0, des reines du numérique en Côte d'Ivoire et des femmes inspirantes comme celles qu'on vient de voir, qui font bouger les lignes en Côte d'Ivoire. Nous vous les avons présentées toute cette semaine dans nos dossiers, des dossiers du JT que je vous invite à revoir gratuitement sur les www.rti.info. Passons à l'actualité et à l'international. Au Mali, le référendum constitutionnel prévu le 10 mars prochain a été reporté. Un léger report selon le porte-parole du gouvernement de la transition qui assure d'ailleurs que le gouvernement de transition au Mali maintient la date de la fin de la transition qui, elle, est fixée à février 2024, donc dans un peu moins d'un an. Nous achevons ici cette édition d'information et nous vous souhaitons une excellente fin de soirée sur RTI.